Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est un trouble hémorragique qui se traduit par l'incapacité du sang à vite coaguler. Conséquence, une personne hémophile, lorsqu'elle est blessée, saigne plus longtemps. Vous aurez de plus amples détails dans un instant. Aujourd'hui, tous les métiers du numérique peuvent se conjuguer au féminin. Au Bénin, les femmes s'intéressent désormais au monde du digital. Nous irons à la découverte de l'une de ces femmes qui exerce dans le numérique. Le Niger fait face aux défis démographiques. Dans ce pays, les femmes ont en moyenne 7 enfants. Les autorités et même les religieux tentent de promouvoir la planification familiale. Ce 17 avril, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'hémophilie, une journée qui vise à rassembler la communauté mondiale concernée par les troubles de la coagulation, s'adapter aux changements, perdurer la prise en charge dans un nouveau monde. C'est le thème retenu pour la célébration de cette année. L'objectif est de mieux sensibiliser le grand public à l'hémophilie et les autres troubles de la coagulation. L'hémophilie, une maladie rare, mais peut-être fatale. C'est un reportage de Amandine Agnamboussou. C'est une maladie rare, très rare. Dans le monde, seulement une personne sur 1000 en souffre. L'hémophilie est une pathologie du sang héréditaire, presque inconnue, mais pouvant être fatale. L'hémophilie est une maladie héréditaire, caractérisée par un déficit congénital en facteur de coagulation 8. C'est-à-dire le facteur anti-hémophilique A ou le facteur 9, qu'on appelle encore facteur anti-hémophilique. Après une circoncision, chez un enfant hémophile, il y aura des saignements. Ou lorsque l'enfant tombe, on a souvent un enfant qui saigne de façon beaucoup plus prolongée. Plus souvent, les saignements surviennent au niveau des articulations. On parlera d'hématose en médecine. Ou au niveau des muscles, on parlera d'hématome. Le Bénin fait aujourd'hui partie des pays où l'on compte de plus en plus d'hémophiles. L'hémophilie, ce n'est pas que l'affaire de quelques médecins et de quelques parents. Et le nombre aujourd'hui au Bénin est estimé à plus de 1500 personnes atteintes. Ce sont des enfants fragiles. Quand vous les touchez, ils saignent. À n'importe quelle chose, ils saignent. Le facteur commun est l'écoulement sans arrêt du sang. Cependant, la maladie se manifeste de diverses manières. Cela diffère d'un patient à un autre. J'ai eu des problèmes au genou surtout. J'ai eu beaucoup de problèmes au genou. Vu que je suis artiste, souvent pour les scènes, je ne peux pas forcément faire le nombre d'heures que tout le monde. C'est une maladie avec laquelle je vis au quotidien. C'est un mal avec lequel je suis né, donc je fais avec. C'est un peu difficile quand tu es hémophile, tu n'es pas comme les autres. Tu as un déficit déjà héréditaire, donc tu essaies en fait de rentrer dans la masse, d'être normal, je vais dire. L'hémophilie ne se guérit pas, mais les traitements permettent de la contrôler, quand bien même il s'avère contraignant. Je prends mes plasmas souvent quand j'ai une petite douleur, mais il y a des traitements un peu plus rigoureux qu'il faudrait suivre. Donc c'est un peu difficile côté prise en charge parce que c'est d'énormes dépenses. Le jour où on m'a annoncé que mon enfant était hémophile, c'était comme si le ciel était tombé sur ma tête. On vous informe que votre enfant a une maladie, automatiquement on vous dit que le traitement n'existe pas au Bénin. Donc du coup, vous vous dites qu'un beau jour, vous avez des surprises désagréables. Mais pourquoi ne pas mener une bataille si les autres pays qui sont à côté bénéficient d'une certaine facilité pour faire mieux vivre ces personnes-là? Ça qui m'a motivé. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons une lueur d'espoir au Bénin. Une lueur d'espoir qui peut permettre aujourd'hui aux patients de profiter de la vie. Une éducation thérapeutique et plusieurs traitements adaptés permettent aujourd'hui aux patients de vivre au quotidien avec la maladie.
Merci à vous, Amandine Agnambosso. Aujourd'hui, le digital n'attire pas que les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus aux métiers du numérique. Développeuses, programmeuses, webmatrices et expertes du digital, tous les métiers du numérique peuvent se conjuguer au féminin. Faisons donc une immersion dans le quotidien d'une femme béninoise qui travaille dans le secteur du numérique. Dans cet univers, elle a les talents et innovations. Pour de plus en plus faire parler d'elle, une équipe de notre rédaction est allée à sa rencontre. Suivons donc le reportage de Rodrigue Babagbeto. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès. 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie, après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zérose a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et pour toutes les couches. Donc, quand à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un OSA se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme empreinte dans le digital donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites comme les exemples que nous avons, notre ministre au Mali, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Faire recours à un coach motivateur virtuel ou physique devient une pratique courante. Le métier de coach se répand, mais quelles sont les qualités que doivent avoir un bon coach? Epiphane Daoulokonon intervient dans le domaine du coaching. Il nous donne ici des explications. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième
Deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité, d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. Rendons-nous à présent au Niger où le taux de fécondité reste très élevé malgré la gratuité de la contraception. Il faut tout un travail de sensibilisation pour accompagner la population à accepter la planification familiale, un enjeu à la fois économique et d'émancipation. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. C'est encore l'aube sur le quartier de Taladjé, dans l'est de Niamey. Mais dans la petite maison de la famille Ousseni, on s'active déjà. Famille modeste et moyenne, chez les Ousseni, il y a 9 enfants. Les filles aînées sont à la tâche avec le reste de la fratrie. Nafissa est la première des filles Ousseni. Elle a 17 ans et son rêve, devenir sage-femme. Mais l'essentiel de son activité pour l'instant reste d'aider sa mère à la maison. Ce jour-là, une fois les petits posés à l'école, Nafissa a un rendez-vous un peu particulier à la mosquée du quartier. L'imam est un peu à part dans la communauté, car il confronte les femmes à leur sexualité. La croissance démographique y est et en réalité nous devrons la gérer d'une manière convenable afin que notre pays aussi puisse respirer. Le message du chef religieux se veut progressiste. Bien qu'encore isolé, il touche ici sa cible. Le Niger échappera-t-il au piège démographique? Le pays détient toujours le record mondial de natalité, avec 7 enfants par femme en moyenne. Au Sénégal, la Société nationale d'électricité vient de lancer 3 projets d'électrification majeurs d'une valeur globale de près de 10 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ces initiatives est accompagnée par l'entité nationale en charge de la promotion de la qualité des installations, la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement. Il s'agira principalement de raccorder 37 500 ménages à revenus faibles. L'un des projets va également permettre de sécuriser 20 000 installations commerciales dans 9 marchés et quartiers difficiles d'accès dont le réseau électrique nécessite d'être mis aux normes. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.